Le jour se levait si propre sur le Serengeti qu'on avait l'impression d'ouvrir une fenêtre dans le temps. La piste, encore fraîche de la nuit, craquait comme du papier sec sous les pneus. Juma, le guide, roulait en première, posture d'homme qui connaît les distances par cœur. Dans la benne, 6 voyageurs retenaient leur respiration et leurs commentaires. Devant, Bastien, photographe qui avait traversé des mers pour son cliché, tournait déjà sa bague de mise au point, l'œil en fièvre douce. Juma répéta, non pour se couvrir, mais pour enraciner la règle. Ici, la Jeep est un rocher. On ne s'en éloigne pas. La terre le confirma par un souffle tiède et le soleil, encore bas, posa des pièces d'or sur les herbes. Ils le virent dans une alcôve d'ombre sous un acacia, et le monde se tassa en silence. Un mâle au collier noir de poussière dormait étiré, menton au sol, flancs qui montaient et descendaient avec une régularité d'horloge ancienne. 2 lionnes gisaient à proximité, relâchées mais disponibles. 3 lionceaux, tous genoux et oreilles, jouaient avec une queue qui n'était sans doute pas à elle. Juma coupa le moteur, geste de prière plus que de mécanique. La rumeur d'insectes monta d'un cran. Bastien regarda par le viseur et, l'espace d'un battement, oublia le reste. Le grain de la crinière, un éclat d'œil sous la paupière, la langue râpeuse qui passe une fois sur la canine, tout cela criait « maintenant ». La porte arrière émit un cliquetis. C'est un son minuscule qui pèse lourd. Bastien posa déjà le pied à terre, un genou fléchi, l'appareil levé comme un calice. Un « non » jaillit de la gorge de Juma, court et grave. Mais le cerveau amoureux est dur d'oreille. Bastien se coula hors de l'ombre de la carrosserie. La chaleur lui mordit la nuque. Il fit 2 pas et se figea pour cadrer. Le miroir du réflexe claqua. La lionne la plus proche leva la tête et le Serengeti, d'un coup, passa du tableau au problème. Le regard de la femelle n'était pas furieux, il était exact. Elle calcula. Distance, couloir, petit, objet isolé. Elle se redressa, muscles en accordéon, et glissa vers la frontière de l'ombre avec cette vitesse molle qui précède l'éclair. Les lionceaux se turent, le mâle entr'ouvrit un œil et le referma. Monarque en bout de règne ou simple paresse de prince. Juma, déjà debout sur son siège, saisit Bastien par la sangle du sac, rabattit son centre de gravité, le ramena comme on tire une phrase imprudente hors d'un discours public. La main de Lila, seconde guide, arracha le loquet de la portière latérale. La benne devint théâtre de sauvetage. Bastien heurta l'arête du marchepied, sa lentille tinta contre le métal, son souffle dérailla. Le monde rétrécit au diamètre d'une pupille. La lionne franchit les 3 derniers mètres avec l'aisance d'une certitude. Elle s'arrêta juste avant la tôle, moustache frôlant la peinture. L'odeur des hommes, la masse compacte de la Jeep, la géométrie immobile du rocher firent le barrage. Elle souffla, un son profond qui disait « je peux ». Puis inclina la tête, et l'instant, tendu comme une corde, se détendit d'un tiers. Juma leva lentement la paume, doigt écarté, geste universel de paix et d'évidence. La femelle recula d'un pas sec, cligna dans le soleil et retourna à son poste, glissant sa présence entre les petits et notre indiscrétion. Un drongo se permit un colibet dans une branche, comme pour signer la scène. Bastien retomba assis, dos contre la roue de secours, les mains autour de l'appareil comme on enlace un enfant qu'on a failli perdre. Il tenta de parler, n'obtint d'abord qu'un bruit. Juma, lui, attendit que la respiration du groupe retrouve une ligne droite. Il se tourna vers Bastien sans colère. « Ta photo est belle, ta chance l'a été davantage. Ici, on choisit la vie avant la lumière. » Bastien hocha, rouge d'avoir si peu su, blanc d'avoir trop voulu. Il regarda l'écran. L'image, incroyable, trahissait l'odeur de poussière, la palpitation du danger, la beauté proche au point de brûler. Il abaissa l'appareil, longuement. Il demanda s'il devait la supprimer. Juma répondit que non, on ne brûle pas les preuves, on s'instruit avec elles. Ils restèrent encore à distance juste. La scène reprit sa respiration ample. Le mâle roula sur l'épaule, les lionceaux redevinrent des ressorts, les lionnes s'étirèrent jusqu'à s'abolir. Dans la Jeep, quelqu'un eut un petit rire nerveux et s'en excusa. Quelqu'un d'autre versa une gorgée d'eau sur sa nuque. Bastien, main sur les cuisses, se répéta à demi-voix la phrase de Juma pour qu'elle s'écrive quelque part où on ne la perd plus. La Jeep est un rocher. Sur la route du camp, plus tard, le vent tiédi de midi lava l'odeur de l'instant. Un vautour traça des cercles trop parfaits pour être modeste. Le groupe retrouva des mots. Lila expliqua l'art de lire l'oreille d'un lion. Juma parla devant, comme d'un courrier. Bastien resta silencieux, l'œil rempli et les mains vides d'orgueil. Le soir, sous l'auvent, il fit un geste qu'on voit peu chez les gens de métier. Il passa la carte mémoire à Juma. Utilise-la pour former les autres. Qu'il voie le piège qui arrive avec la beauté. On trinqua au thé trop sucré, on rit avec retenue, on remercia la chance qui aime les disciplinés. Une hyène rit au loin comme un voisin indiscret,
Une constellation se mit exactement où on l'attendait. Bastien envoya un message, tard, à la personne qui l'attendait de l'autre côté de la mer. « J'ai la photo, je te promets que je la mérite demain. » La nuit, bienveillante mais lucide, lui offrit un sommeil avec des bords. Le delta, vu du sol, n'est pas une carte, c'est une respiration. Entre les papyrus et les nénuphars, l'eau invente des corridors liquides qui se déplacent d'une saison à l'autre comme des couloirs de maisons qu'on aurait changé de place pendant la nuit. Le Mokoro glissait, long fuseau de bois poussé à la perche par Cabello, guide au chapeau mou et au regard d'horloger. Assis devant, Amine, 20 ans et la bravoure encore neuve, tenait son téléphone comme un drapeau. 2 autres pirogues suivaient à distance, Naledi en queue, finesse silencieuse, pagaie rapide, yeux partout. Le soleil vibrait sur l'eau comme une pièce chauffée au rouge. Cabello montrait les pistes blanches où les éléphants traversent. La bulle qui trahit la respiration d'un poisson-chat, la trace minuscule où un martin-pêcheur avait griffé l'air de bleu. Les jacanas, doigts déployés, marchaient sur les feuilles comme des moines en procession. Amine souriait à tout, voulait tout, et le monde lui disait oui en petits signes, un varan qui plonge sans empressement, un héron qui tolère d'être filmé, un souffle qu'on prête au vent et qui ne vient pas de lui. Quand le Mokoro s'immobilisa dans une anse pour laisser descendre un hydrophone, Amine, sans malice, lâcha la phrase qui effraie les guides. « Elle est si claire, cette eau, on pourrait s'y baigner. » Cabello répondit par un sourire qui ferme une porte courtoisement. Ici, l'eau a des voisins. On les respecte mieux en restant sur le pas. Le groupe rit, l'instant glissa. Puis Amine, par pure vantardise tendre, mouilla la main, en aspergea sa nuque et, avant que l'idée n'ait le temps de se rendre à la raison, se laissa glisser dans le miroir jusqu'aux hanches. L'eau étreignit sa peau avec une douceur trompeuse. Il eut un frisson de plaisir, fit un geste de crawl pour la blague, et ce fut là, exactement là, que le delta passa du décor à l'équation. Les tilapias cessèrent de cligner en troupe, les libellules suspendirent leur danse. La perche de Cabello s'enfonça plus vite, signe qu'une masse venait de redistribuer la colonne d'eau. « Ne bouge plus !» dit Cabello, voix basse qui n'admet pas de débat. Amine se figea, poitrine à demi sortie, paumes ouvertes. À 2,50 m sous lui, une ombre qu'il aurait juré être un tronc hésita, se plia, dessina une virgule. Naledi, derrière, posa déjà sa pagaie en travers comme un levier, yeux sur la surface, oreille dans l'eau. Le delta sembla se recroqueviller. Le crocodile monta comme une idée insistante. D'abord l'ombre plus sombre, puis la cassure de la ligne, puis l'ovale des yeux, puis la mâchoire entr'ouverte. Pas pour mordre, pour mesurer. Amine sentit le monde se resserrer autour de sa taille. Cabello, qui n'avait pas cligné, posa la perche à plat sur l'eau et la fit vibrer d'un coup sec. Le son se propagea comme une gifle liquide. Naledi lança une corde, fine, tressée, qu'elle garde toujours en couronne au pied. Et là, Boucle vint mourir à 15 cm de la main d'Amine. « Prends, mais lentement », souffla-t-elle, l'inflexion sur « lentement », comme une marque au fer. Amine agrippa la corde. Le crocodile, à présent visible jusqu'au arrière, hésita. Il n'aimait pas la corde. Il aimait encore moins le grondement profond qui montait d'un roseau cassé où dormait un hippopotame contrarié par cette agitation de surface. Les guides se parlèrent en gestes. Cabello posa la perche contre le flanc du Mokoro, fit levier, Naledi, 3 impulsions brèves, tira la corde, non pas d'un trait, par pulse. Amine, dos en arc, se laissa glisser vers le bois, sans fouetter de jambes, sans éclabousser d'ailleurs. La mâchoire gronda dans l'eau comme une porte lourde. L'espace se contracta jusqu'à tenir dans le carré entre la main d'Amine et la bordée du Mokoro. Il y eut un bruit sec, comme une rame frappant la surface à plat. Cabello avait asséné une tape à l'endroit exact où l'ombre gagnait, pas pour faire mal, pour casser l'équation. Le crocodile replongea d'un quart, tournoya, revint, offrit son flanc, puis, sans cérémonie, disparut dans une gerbe de bulles qui sentirent la vase. Amine, d'un coup, fut sur le bois, ventre à la planche, doux regard blanc sur l'arête. Naledi tira encore, Cabello bascula le poids et le Mokoro accepta de porter 3 peurs à la fois. La corde coupa doucement la paume, traceux qui piquerait en soirée comme un souvenir exact. Le silence revint d'un seul tenant, la surface redevenant miroir. À 10 mètres, des bulles d'hippopotame trouèrent l'eau comme des murmures contrariés, puis s'éteignirent. Cabello posa la main sur l'épaule d'Amine, non pour le sermonner, pour l'ancrer. « On respire », dit-il. Le garçon pleurait un peu, honteux et soulagé à la fois. Il articula un pardon qu'on entendit malgré le nœud dans sa gorge. Le groupe ne parla pas tout de suite. On resta à écouter ce pouce grave que captait déjà l'hydrophone, phrase basse d'un monde qui fait ses comptes. Ils regagnèrent un bras latéral, plus étroit, plus lisible. Cabello montra à Amine ce qu'il n'avait pas vu,
La ligne d'ombre au fond que dessine un croco au repos, la manière dont un banc de poisson se découpe en deux quand il le contourne, l'odeur presque métallique qui se lève quand la vase est remuée par quelque chose de plus lourd qu'un homme. Il expliqua doucement la règle des 3 sorties. Avant d'entrer dans un couloir, on sait comment on en sort à gauche, à droite et tout droit. Et l'interdit non négociable de quitter l'objet bateau. Amine écouta comme on écoute un médecin qui vient de recoudre un morceau de destin. Au camp, l'après-midi eut le goût du thé trop sucré et des doigts qui tremblent encore un peu sur les tasses. Naledi désinfecta la petite entaille dans la paume d'Amine, lui colla un pansement qui prit l'eau. 2 heures plus tard, cela importait peu. L'essentiel était déjà scellé. On réécouta au casque la scène telle que l'eau l'avait enregistrée. Un bourdonnement grave, la percussion courte de la rame, la rumeur de bulles, puis la paix. Amine rit soudain, secoué d'un hoquet, et ce rire-là, sans bravade, libéra tout le monde. Le soir, quand la lumière se posa en bronze sur les papyrus, Amine écrivit une phrase sur le tableau de départ où défilent les consignes. La clarté n'est pas l'innocence. Cabello la relut, hocha, ajouta au-dessous, d'une écriture calme, la beauté ne t'excuse pas. La prudence, oui. Une chouette lança une note ronde. Le fleuve, content d'avoir enseigné sans facturer, reprit son cours de soie. Dans la tente, Amine envoya un message à sa mère où il omettait le crocodile et insistait sur la couleur du coucher de soleil. Ce n'était pas mentir, c'était choisir l'ordre des vérités. Le soleil s'était affaissé derrière une ligne d'épines et la savane baignait dans cette lumière de cuivre qui trompe la vigilance. Emma et Lucas, un couple venu fêter un anniversaire retardé, avaient trop attendu le dernier cliché, celui où le ciel verse des braises sur les herbes. La Jeep consentit d'abord à tousser, puis se ravisa, hoquet d'orgueil blessé, avant de mourir tout à fait. Le silence qui suivit n'était pas le vrai silence, seulement la respiration contenue du monde. On entendait loin, très loin, la chanson d'un coucou, et dans le proche, l'électricité discrète des insectes. Lucas tourna la clé encore une fois, par superstition. Rien que le cliquetis d'un relais fatigué, comme un ongle sur une table. Le guide, Mfo, leva la main pour reposer les minutes dans l'ordre. Il sortit la radio, appela le camp, obtint la promesse d'un mécanicien au phare prudent dans 1 heure. 1 heure, ici, c'est une saison quand la lumière s'absente. On reste à l'intérieur, dit-il. Pas pour faire peur, pour donner une méthode. Emma hocha, rangea la gourde, couvrit son cou d'un foulard qui sentait la citronnelle, petite superstition importée d'une autre vie. L'air se rafraîchit d'un coup comme une nappe mouillée et la plaine changea de peuple. Les ombres s'étirèrent, gagnèrent en jambes. Le premier rire arriva par ricochet. Comme un ballon qu'on se renvoie, Mfo ne sourit pas. C'est un son trop connu pour amuser. Les hyènes, comptables du crépuscule, se signalent les bonnes lignes avec une gamme qui va du soupir au sabre. Un second rire, plus grave, répondit, puis un troisième, lointain, compléta la triangulation. Emma chercha les yeux dans la pénombre et les trouva. 2 billes d'ambre qui se déplacent sans précipitation au niveau des genoux d'un homme. La première silhouette s'arrêta à la limite du faisceau rouge de la lampe, oreille pivotante, nez au sol puis en l'air, chienne bâtie pour l'algèbre du risque. Mfo baissa davantage la lumière pour ne pas offrir d'éclat, rangea d'un geste inutile mais rassurant le sac de nourriture dans une caisse métallique, cala la glacière sous le siège comme on met à l'abri une cloche fragile. « Elles testent », dit-il en effleurant le tableau de bord, « elles additionnent ». La seconde hyène se montra du côté droit, puis une troisième derrière, plus haut sur pattes, flanc rayé de cicatrices anciennes. Elles avançaient comme on lit, lignes après lignes, s'arrêtant sur les mots qui accrochent. La bâche de la benne fit un petit gémissement de corde. La plus jeune, curieuse, posa la patte, 2 ongles griffèrent le tissu. Pas de mouvement brusque, souffla Mfo, et sa voix restait basse, comme quand on parle à un cheval. Le klaxon, solution de panique, dormait sous les doigts de Lucas. Mfo l'empêcha d'un regard. Pas encore, le bruit attire ce qu'il repousse. Il préféra une tactique plus vieille que les machines, la vibration. Une pression sur la clé, juste assez pour réveiller les témoins, fit trembler la colonne de direction. La carrosserie vibra comme une peau de tambour, les hyènes reculèrent d'un demi-pas, non parce qu'elles avaient peur, parce que l'équation changeait. Elles firent le tour, adoptèrent la logique du compas, entrant et sortant du cône d'ombre comme des pensées insistantes. L'une d'elles, la plus massive, leva le museau haut, pinçant l'air. Elle prit note de l'odeur de métal, de caoutchouc, de sueur, de lotion citronnée, de plastique neuf. Rien d'immangeable, tout d'intéressant. Le hasard, ce dramaturge invétéré,
se chargea d'ajouter un objet à la scène. Un sachet de fruits secs, oublié dans une poche latérale, exhala son sucre quand Emma remua le genou. Ce fumet discret fit passer un courant dans la meute, imperceptible si l'on n'a pas vécu longtemps les soirs collés aux bouches. La jeune s'approcha d'un cran, oreille en fourche, pattes fléchies, et tenta la bâche avec plus d'aplomb. Monfaux, sans théâtre, donna un coup de paume ferme sur l'aile, un bruit mat, court, qui dit « obstacle ». La vieille répondit par un rire cassé, pas moqueur, d'évaluation. Lucas, cette fois, pressa le klaxon, une rafale brève, le son claqua sur les herbes, rebondit sur les troncs, revint dans la cabine avec un goût métallique. Les hyènes s'écartèrent davantage, tracèrent un arc plus large, mais ne quittèrent pas la scène. Elles économisent. On ne gaspille pas un crépuscule. Le ciel perdit sa couleur. La nuit devint une matière. Les phares du secours tardaient, rongeant une part des certitudes. Benfio déroula un triangle réfléchissant et le posa, non pour guider un véhicule invisible, pour poser une marque dans la géographie des bêtes. Ceci n'est pas proie, ceci a des angles. Les hyènes s'assirent, deux d'un côté, une de l'autre, veilleuses, allumées. Le temps se transforma en corde. Emma respira par le ventre, mains pressées l'une contre l'autre. Lucas, transpirant, se mit à chuchoter un conte à rebours qui ne décomptait rien sinon son impatience. Empo posa deux doigts sur le volant, rythma la mesure avec une régularité obstinée, comme on maintient un cœur. Le mécanicien apparut enfin dans une poussière basse, feu baissé en respect. Les hyènes se levèrent comme des figurantes qu'un souffleur a rappelées. La vieille trotta de côté, jeta un dernier regard à la bâche, puis disparut dans l'épaisseur, avalée par sa propre discrétion. Le jeune homme qui descendit du pick-up s'excusa de son retard à demi-voix, comme si les hyènes pouvaient entendre. On tendit un câble entre les deux véhicules, l'étincelle eut l'élégance de ne pas jaillir. La Jeep reprit, d'abord rétive, puis consentante, la respiration du métal. Dans le sillage, l'odeur fauve se dilua. La radio crachota un rire humain à la fin du message de retour, le premier rire autorisé de la soirée. Au camp, des mains sans histoire servirent du thé trop sucré. Ce breuvage qui recolle les nerfs. Emma regarda ses chaussures se pleines de poussière et s'étonna de les trouver belles. Lucas demanda à Emfo si l'on pouvait raconter l'anecdote autrement qu'en se donnant le beau rôle. « On peut », répondit le guide, en disant que la nuit a audité nos méthodes et qu'elle nous a rendu la copie en bon état. Sur le tableau des consignes, Emma écrivit d'une main ferme « Ne rien laisser qui colle, ne rien oublier qui sente ». La craie grinça juste assez pour ressembler à un rire lointain. La piste poussiéreuse menait à une clairière que le troupeau empruntait chaque matin pour gagner la mare d'argile. Jonas, biologiste en mission longue, portait sur l'épaule une caméra à stabilisateur qu'il traitait comme un violon. Il travaillait depuis des semaines avec une équipe de rangers, à distance, avec discipline. Ce jour-là, la patience avait un peu fondu sous le soleil et la beauté, comme souvent, avait pris les commandes. On voulait une séquence plus large, plus basse, plus proche, cette manière qu'a l'avidité d'enfiler à la lucidité des chaussures trop grandes. La harde arriva en ondulation, d'abord une ombre élastique, puis des dos qui trébuchent de lumière, puis des oreilles qui battent la mesure. La matriarche, reconnaissable à une défense rognée nette, avançait d'un pas de gouvernante tout au fond de son bon sens. Deux adolescents faisaient les bravaches. Des petits trottinaient sous les ventres, trompe levée pour goûter l'air comme on goûte une soupe. Jonas, du bord de la clairière, à l'abri d'un maroula, mit le genou à terre pour cadrer. Le vent, qui jusque-là collait ses odeurs à la ligne des acacias, eut un caprice et plia de travers. La première alerte fut un frémissement de peau dans l'axe de la vieille femelle. Elle arrêta sa trompe à 2 cm du sol, posa son pied et écouta avec ses talons. Les éléphants entendent la terre. Elle leur dit la densité des pierres, le poids des rumeurs, le tremblement humain. La matriarche leva lentement la tête, oreilles entr'ouvertes. Jonas sentit le froid dans le dos, froid sans ombre, simple verdict. Il recula d'1 mètre, puis d'un autre, pour rendre sa silhouette moins insolente. La caméra, moqueuse, continua d'enregistrer. Un petit poussa un cri aigu, rien qu'une impatience de boire. L'adolescent brava jeta un peu de poussière avec son pied. La matriarche se plaça entre le son et le monde et, dans le même geste, inscrivit Jonas dans la colonne à clarifier. Il le fut avec la méthode de son peuple. Une charge courte, nette, sans virgule. La terre se souleva sous les pieds du biologiste, non parce qu'elle bougeait, mais parce que le cerveau, submergé d'ordre ancien, se mit à confondre l'air et la matière. Jonas fit exactement ce que conseille la raison quand elle n'a plus le temps d'écrire un paragraphe. Il se détourna sans courir, chercha le maroula, l'agrippa, grimpa comme un homme qui sait que les chiffres ne sont plus de son côté. Le tronc plia, sous la force du corps, pas du tout comme un escalier,
plutôt comme une corde mouillée. La caméra heurta sa hanche, un coude se rapa, la voix intérieure jura des mots qui n'existent pas. La matriarche, arrivée à 3 mètres, posa un frein dans sa propre colère, souffla un panache de poussière, fracassa du front une touffe d'herbe pour la leçon et s'arrêta. À cette distance, un éléphant était presque la définition de l'univers. Elle leva la tête, laissa sa trompe se gorger de l'odeur de cet animal debout comme un singe mal rangé et prononça, dans son dialecte, la phrase qui dit « assez ». Les Rangers, à 100 mètres, avaient déjà déployé leur géométrie. Un 4x4 en retrait, moteur au ralenti, prêt à traduire si l'orgueil insistait. 2 silhouettes visibles, mains ouvertes, bouche fermée. Une radio qui se tait exprès. L'un d'eux fit le geste d'agrandir la distance avec la voiture, non pour perturber, pour éclaircir. La poussière retomba en petits rideaux. La matriarche fit 2 pas de côté, puis un 3e qui redessina la route des siens. Les adolescents, rappelés d'un clignement d'oreille, retrouvèrent leur démonstration de bravoure inoffensive, trompe qui fouette une mouche imaginaire, tampon qui tape la terre par habitude. La mare d'argile accepta ses habitués sans procès. Jonas, cramponné à son maroula comme un marin à son mât, sentit ses muscles reprendre des syllabes plus claires. Il savait qu'il ne fallait pas descendre trop vite, ni trop tôt, que la dignité, même en équilibre, fait partie des remèdes. Il attendit que la harde passe, que les dos deviennent du relief, que les oreilles redeviennent du linge. Il glissa, respira une fois, 2, 3 et s'assit, dos au tronc, la caméra sur les genoux. Les Rangers arrivèrent à pas lisibles, pas un mot inutile, des yeux qui posent et enlèvent à la fois le reproche et l'affection. La marche jusqu'au véhicule fut longue de silence et d'enseignement. Jonas regarda ses mains, les trouva aussi neuves que celles d'un apprenti. « J'ai voulu une image qui n'existe pas », finit-il par dire, et sa voix avait le grain de quelqu'un qui n'exagère plus. Le chef des Rangers fit non de la tête. « Elle existe, elle s'appelle distance. C'est l'image qui sauve. » Dans le 4x4, quelqu'un tendit une gourde et un linge humide qui sentait le savon d'hôtel. On roula à petite vitesse jusqu'à un promontoire où le troupeau, plus loin, se poudrait de glaise. Les petits se couchèrent dans une flaque, ravis de l'école. Au camp, la séquence passa sur un écran qui vibrait un peu au vent. Elle montrait d'abord un plan large, puis soudain la respiration d'un géant, puis un monde de poussière, puis un tronc, puis du ciel. Le son importait davantage que l'image. Un rauque profond, pas un cri, un ordre de la terre, puis la voix de Jonas qui dit « pardon à personne », puis le vent qui reprend son métier. On coupa avant la mare. On ajouta en voix off une phrase qui ne cherchait ni baume ni punition. L'étude sans prudence n'est plus de la science, c'est du théâtre. Personne n'applaudit. On laissa la phrase atterrir, sans bruit, sur la table où refroidissait un thé trop sucré. Plus tard, Jonas resta seul sous un ciel si clair qu'on y voyait les coutures. La peur avait quitté son corps comme une vague recul, laissant des coquillages sur le sable, petit souvenir de sel. Il écrivit pour lui, sur une page qui aurait pu servir à noter des chiffres, une ligne qu'il se promit de relire chaque matin. Il n'y a pas de grande image à voler aux éléphants. Il y a des leçons à recevoir d'eux. Une hyène, très loin, lui donna raison d'un rire bref. La nuit, Polly ramena le frais et la savane, rassasiée de tensions justes et de malentendus réparés, s'endormit comme s'endorment les choses qui savent qu'on recommencera demain mieux. La piste grimpait en épingle entre des termitières hautes comme des clochers miniatures. À cette heure où le soleil se met au ras des branches, la forêt basse devenait un théâtre d'ombre portée. Aïcha, rangée vétérane au regard de dentelière, marchait sans bruit, paume ouverte pour sentir la direction du vent. Elle ne chassait pas. Elle cherchait. Un piège à collet, posé par des braconniers la semaine précédente, avait blessé un léopard. Les pièges avaient été enlevés, mais l'animal restait quelque part dans ce damier de clairière, furtif, silencieux, la patte peut-être enflée ou infectée, la mémoire encore plus douloureuse que la chair. Aïcha avait requis l'autorisation de tenter une capture douce. Fléchette hypodermique, vétérinaire en embuscade, réveil à l'ombre, rien d'héroïque, juste la politesse due à un voisin blessé. Le vent tournait par bouffées, envoyant par instant un parfum de résine chauffée, puis la laine humide de la ravine. Aïcha notait ces choses pour ce qu'elles sont, des lettres d'un alphabet partagé. Un francolin tonna son alarme 2 fois, brève et sèche, pas pour le serpent, pas pour un rapace, pour quelque chose qui marche bas et décidé. Plus loin, un groupe de singes vervets, silhouette argentée au-dessus du sous-bois, s'empila sur une branche, cou tendu vers un même point. « Tu es là !»
pensa Aïcha, sans colère ni impatience. Elle fit signe au vétérinaire, Juliette, tout en douceur, seringue prête, de rester en arrière, et au pisteur Sam de prendre un large crochet par la gauche. La radio resta muette, les ondes font des angles au mauvais moment. La clairière où Aïcha entra n'était pas une clairière, plutôt un tapis de feuilles meurtries, où un guépard avait dormi récemment. On reconnaît la manière dont il plie l'herbe, presque géométrique, et, sur le bord, 3 crêtes de sable où la pluie avait sculpté des vagues figées. Elle se figea à son tour. La forêt fit ce qu'elle fait toujours juste avant que la vérité n'arrive. Elle retint son souffle. Un écureuil terrestre lâcha un cri strident. Pas pour elle. Les yeux vinrent ensuite 2 perles fixées à hauteur de poitrine. Immobile, absolument clair malgré l'ombre. On ne voit pas un léopard, c'est lui qui vous montre quand vous le méritez. Aïcha n'eut pas peur. Elle eut juste très chaud au visage, comme si l'air s'était rapproché de sa peau. Elle abaissa son regard d'1 centimètre, un salut sans soumission, et présenta son profil, le corps légèrement de biais, pour sortir de la silhouette qui regarde. Elle posa son pied arrière, un demi-pas derrière l'autre, non pour fuir, pour ménager une diagonale. Ses doigts quittèrent la crosse du fusil, tranquillisant pour s'ouvrir, paume visible. Ici, les mains parlent plus vite que les lèvres. Elle mit sa voix au plus bas sur un ton de berceuse qui n'a jamais été inventé. Ça va à beau, on n'a pas d'urgence. Le léopard ne bougea pas, il tenait l'ombre comme un manteau taillé à ses mesures. De près, Aïcha vit la trace, là où la fourrure s'était arrachée, un cercle de peau nue à la jointure du canon. La marque ancienne du collet. Pas de saignement, mais cette raideur minuscule avec laquelle on pose une patte abîmée. Elle entendit derrière elle le craquement trop franc d'une branche. Sam, pourtant fin, avait trouvé la seule brindille qui parle trop fort. Les yeux se déportèrent d'1 millimètre. Aïcha fit passer le poids de son corps vers l'avant. Un geste qui dit « c'est moi qui suis là ». Pour ne pas livrer son partenaire à la curiosité d'un géant de velours. La fléchette vibrait à peine dans le canon. Juliette, 2 clairières en arrière, attendait le mot. Aïcha ne le donna pas. Endormir sans besoin, c'est voler un bout de nuit à quelqu'un. Elle choisit la patience. Elle avança d'1 demi-pas, exactement pour prendre appui derrière un termite géant à portée d'un repli. Le léopard inclina la tête. Il lisait cette chorégraphie avec une franchise que personne ne pourra jamais imiter. Une bourrasque changea la grammaire. Le vent fit voyager l'odeur d'Aïcha jusqu'au visage du fauve. L'animal plissa le nez, respira toute l'histoire de la journée, sueur, cuir, huile de métal, thé noir, un rien de mandarine. La décision tomba. Le léopard tourna sur lui-même avec cette fluidité qu'on prête à l'eau, donna 2 pas de côté et s'évanouit, littéralement, derrière une racine comme un magicien retourne une carte. On aurait pu croire la scène finie. Elle ne faisait que commencer. À 20 mètres, à peine, sur une terrasse de sable, Aïcha retrouva la même signature. Empreinte fraîche, la patte avant marquant plus lourd sur le bord extérieur. Elle ne suivit pas. Elle écrivit la scène dans son carnet avec des mots simples. La vue, léopard vu, patte droite antérieure blessée, tolérance élevée, pas d'agression, gare-rail intacte, puis elle revint par le même chemin. En forêt, l'aller et le retour sont la même phrase que l'on lit dans l'autre sens. Juliette arriva à sa rencontre, question coincée au bord de la bouche. « Il tient », répondit Aïcha. « On va l'aider sans lui voler sa dignité. » Le plan fut aussi vieux que le monde. Ne pas poursuivre, inviter. À la lisière, ils posèrent, sur l'heure, un morceau de viande sans crochet, odeur propre, pour offrir une facilité sans piège. À 10 mètres, ils installèrent l'appareil photo déclencheur et une fléchette anesthésiante reliée à un fil discret sur une seconde pièce. Plus tard, si l'animal revenait, ils quittèrent la zone comme on quitte une chambre d'hôpital, en remettant la chaise où elle était. La nuit prit le relais, avec ses insectes en fanfare et ses étoiles qui ressemblent aux yeux d'un léopard quand on les voit pour la première fois et que l'on n'oublie pas. Au matin, sur la carte mémoire, on vit le fauve revenir. L'image n'était pas extraordinaire, donc parfaite. Lumière grise, silhouette basse, langue qui passe vite sur la babine, pattes posées avec parcimonie. La dose siffla, nette, au flanc. L'animal fit 2 pas encore, posa sa tête entre ses pattes et s'endormit comme on tombe d'un rêve dans un autre. Juliette travailla avec des gestes de couturière, antiseptique, onguent, compresse, une injection pour la fièvre qui couvait, un spray amer contre l'envie de lécher et une caresse, une seule, sur l'air, pas sûr. La fourrure, sur l'air, juste au-dessus, pour ne pas voler d'odeur. Quand il se réveilla, le léopard secoua le monde de toute sa beauté, 2 fois, et marcha vers l'ombre où il avait choisi de redevenir invisible. On ne l'applaudit pas. Aïcha laissa, sur une branche, un ruban de tissu qu'elle garde pour ces occasions. Un morceau de bleu usé qui dit « paix » aux collègues humains. Elle inscrivit ensuite, en grosses lettres, sur le tableau du poste, distance, là, respect.
Urgence, précipitation. Le soir, elle raconta l'épisode aux jeunes rangers en les regardant dans les yeux, sans dramatiser, comme on transmet une recette de famille. À la fin, elle sourit, très peu. On a sauvé quelque chose aujourd'hui ? Oui, la patte d'un léopard. Mais surtout, notre manière de faire. Le Zambèze roulait une couleur de thé fort, veiné d'argent là où la lumière accrochait le clapot. 3 canoës, nés en écharpe, suivaient le couloir entre 2 îlots. Kouda, large d'épaules, pagayait à l'arrière du premier. Devant lui, 2 frères français découvraient, émerveillés, que la rivière se pilote comme une phrase. On respire, on accentue, on laisse filer. Plus loin, Tino fermait la marche, concentré, le regard sautant des bulles aux oiseaux perchés. Les consignes avaient été répétées avec la patience d'un vieux maître. Pagaie basse, silence de bonne aloi, jamais de glissade vers les roseaux, parce que les roseaux ont des propriétaires qui n'aiment pas qu'on leur marche sur le pas de porte. La journée avait commencé dans un écrin de facilité, un poisson bondit et retomba dans un bruit de gourmandise, un jacana joua les funambules sur des feuilles trop petites, un aigle cria sa souveraineté, et l'écho se pendit longtemps aux collines. Les hommes se crurent nés pour cette eau. C'est là que la rivière, polie mais jamais docile, glissa son examen. À la sortie d'un méandre, la surface se plissa d'un mouvement venu d'en bas, comme si l'on passait une main large sous un drap tendu. Kouda murmura « Attention !» sans hausser la voix. Devant eux se dessina le V parfait d'un corps qui monte, pas un crocodile. La signature était plus lente, plus lourde, un hippopotame qui tenait sa porte. Le premier réflexe humain commande la fuite en ligne droite. Kouda préféra l'angle. « Gauche douce !» souffla-t-il, et la pointe du canoë découpa un arc qui permettait de rester dans la lecture du chenal sans présenter le flanc. Le hippo disparut, rejaillit à 10 mètres, souffle de forge, gueule ouverte non pour mordre mais pour dire. Dans les canoës de derrière, on sentit la peur circuler comme un courant froid. Tino chuchota, file indienne serrée, et tous se rangèrent à la suite, petites embarcations devenues serpents dociles. Le fleuve se fit soudain étroit, comme une gorge. On vit nettement alors les feux de position de la famille. À droite, 2 oreilles rondes trouaient l'eau comme des champignons. À gauche, plus loin, un dos bombé, immobile. La pire erreur aurait été d'entrer entre les deux. Kouda leva la pagaie pour un signe que tout le monde peut lire, même les bêtes. On s'arrête. Les canoës dérivèrent un rien. Rabouté par un fil invisible, le mâle surgit à nouveau, géant compact, à l'endroit exact où nous avions été il y a 2 secondes. Son message était clair, pas ici. Kouda le remercia intérieurement d'aimer les règles. Recule léger, ordonna-t-il à mi-voix, et l'escadre d'osier remonta au ralenti dans le contre-courant d'une langue d'eau. Les choses, les revers se seraient arrangées avec ses gestes propres si un hasard ne s'était mêlé à la copie. Un clapot insolent poussa la coque de tête vers une touffe de papyrus. La pointe accrocha. Petit, toc, trop net. La mère, à droite, changea d'avis sur nous. Elle monta d'un bloc, le petit à son flanc, et chargea l'eau, non pas vite, mais irrésistible. Le fleuve, d'un coup, se remplit d'une présence qui n'était plus discutable. « Droite, droite, droite !» scanda Kouda, et l'on pivota. Le canoë sembla d'abord hésiter, puis la quille trouva sa ligne, et tout redevint mouvement utile. Tino derrière frappa de la pagaie à plat sur la surface. Ce n'était ni une menace, ni un cri, c'était une ponctuation. Le mâle, qui prenait de côté, s'immobilisa une seconde, surpris par ce son qui n'était pas de la fuite. Une seconde, sur l'eau, c'est un siècle si l'on en a besoin. Kouda vit alors l'ouverture. À gauche, un contre-chenal paresseux, veine d'eau qui part derrière un îlot minuscule. « On y va », dit-il, et les canoës y glissèrent, chacun à la suite du précédent, dans une discipline qui, soudain, ressemblait à de la musique. Le hippo, massif, tenta de corriger, mais sa géométrie l'entravait. Il ne sauta pas les roseaux. Un seigneur évite de se ridiculiser devant son monde. Il resta maître de sa porte. Nous choisîmes une autre. L'eau changea de bruit, devenant plus basse, plus froissée. L'ombre d'un figuier recousit la lumière en pièces froides. Le danger n'était pas fini. Une sortie trop hâtive sur le grand bras, et l'on revenait dans le couloir de la famille. Kouda posa sa pagaie, très lentement, et garda l'embarcation immobile contre la rive, la main sur une racine polie. « On attend, dit-il. Attendre, c'est faire. » On entendit les soupirs, ces jets d'air humides qui sonnent comme des soupapes dans la mécanique d'un géant. On les entendit s'éloigner. Le fleuve reprit sa respiration ordinaire, celle qu'on n'entend plus au bout d'une heure parce qu'elle s'est mêlée à la nôtre. Les frères soupirèrent aussi, secoués d'un rire crispé qui devint vrai peu à peu. Tino, coude sur le bord, fit mine d'éponger sa sueur avec dignité. Le moment prêta à sourire, on n'abusa pas du privilège. Ils reprirent la voie large à la faveur d'un coude qui offrait une sortie propre. Kouda, redevenu professeur, montra du doigt la lecture invisible qu'il avait faite.
Voyez les bulles qui arrivent au même endroit, c'est un dos. Voyez la ligne de ride qui s'élargit, puis disparaît, c'est un trajet latéral. Voyez la zone où les papyrus bougent, sans vent, là, il ne faut jamais offrir son flanc. Les frères acquiescèrent avec la ferveur religieuse des convertis. On n'enseignait pas la peur, on révélait la carte. Ils accostèrent, plus loin, sur une langue de sable qu'on ne voit qu'à l'étiage. Le thé y avait meilleur goût que partout ailleurs. Les rires, cette fois, étaient nets, lavés. Tino sortit d'un sac une corde tressée et montra comment, en dernier recours, on relie 2 canoës pour n'en faire qu'un. Un ventre long, ça dérange moins la rivière. Kouda griffonna au bâton 3 flèches dans le sable, le courant, la porte, l'échappée. Les frères, soudain, prirent conscience qu'ils se souvenaient du bruit des narines autant que de la couleur de l'eau. C'est ainsi que naissent les bons souvenirs. Quand la peur a servi à dessiner mieux. En fin d'après-midi, la lumière tourna miel. Ils croisèrent une barque de pêcheurs, les hommes levèrent la main. Salut bref qui dit « Nous appartenons à la même patience ». Un pigargue à tête blanche prit de l'altitude, l'ombre de ses ailes coupa un instant le soleil sur les casquettes. Au camp, Kouda accrocha au tableau un carton où l'on pouvait lire, d'une écriture carrée. Les hippos ne sont pas méchants, ils sont exacts. Soyons-le aussi. Les frères prirent la photo, pas d'un hippo, pas d'un rugissement, la photo du dessin dans le sable, avant que la nuit et le vent ne l'emportent. Et cette image-là, qu'aucun trophée n'égale, devint leur talisman. 3 flèches et une courbe, la preuve qu'un fleuve vous garde quand vous acceptez d'apprendre sa langue. Ils avaient planté les tentes au bord d'un ancien lit de rivière, un ruban de sable pâle où les acacias dessinent des ombres en forme de mains ouvertes. La consigne avait été répétée, avec cette patience qui ressemble à de l'affection. Rien qui colle à l'air, rien qui sent le sucre, tout dans les caisses métalliques quand la lumière bascule. Mais la joie d'être au milieu dénoue parfois les gestes. Une glacière mal fermée, un sachet de biltong glissé à la hâte dans une poche latérale, une peau d'orange oubliée près du feu. Lindif, la guide, fit un dernier tour du camp, tapota les loquets, haussa un sourcil que tout le monde prit pour un sourire, et la nuit s'installa avec le bruit de draps que l'on tire sur un lit très grand. Le vent porta d'abord des nouvelles douces, une perle de chouette, la pluie des insectes, le bruissement d'un galago qui hésite entre 2 branches. Dans les tentes, on parlait bas, on parlait loin, on parlait d'avant et d'ailleurs. Puis la savane, poliment, réclama le silence. Ce fut un son sec, minuscule, comme une brindille qui cède sous un talon prudent. Puis un soupir, non pas humain. Un air que l'on pousse, lourd, humide, tout près. Maëlys, couchée sur le dos, sentit l'ombre grandir au-dessus de sa toile, à hauteur d'épaule, où la nuit prend la densité d'un tissu. Lucas, dans la tente voisine, se figea dans la posture antique des hommes qui n'osaient pas avaler leur salive. Lindiwe, éveillé aussi sûrement que si la lune l'avait touché à l'épaule, glissa une main vers la fermeture éclair et la referma d'1 millimètre, non pour cloisonner, pour prévenir son propre geste. L'odeur vint ensuite, lente comme un aveu, une chaleur fauve mêlée de poussière et d'herbe écrasée, l'odeur d'un animal vivant qui a traversé la journée, dormi un peu, marché longtemps. Le velours discret d'une moustache effleura la toile. Un frottement, comme si une joue testait la matière, puis le silence recommença à parler très doucement. 2 silhouettes passèrent sur le mur de la tente, découpées par le feu mourant. Flanc haut et souple, tête massive tenue bas, queue qui écrit dans l'air sa ponctuation. Ce n'était pas la fin, c'était le contrôle de qualité d'un royaume. Les lions tournaient autour des tentes comme on lit autour d'une phrase suspecte. Dans les livres, la suite est simple. On fait du bruit, on agite la torche, on joue au grand. Dans la vraie nuit, on calcule. Lindiwe compta leur distance au son, évalua la direction du vent, pesa l'angle du feu et la hauteur des herbes. Elle pensa à la glacière, à la poche latérale, à la peau d'orange. Elle pensa surtout à la dignité des bêtes. Elle éteignit d'abord tout ce qui brillait, l'écran d'un téléphone qui rêvait, la veille d'une montre trop fière de savoir l'heure, puis elle souffla 3 mots à Oumar, l'assistant, dans une langue qui caresse les consonnes. Ne bouge pas. Le camp n'était plus un camp, il devenait une phrase courte et nécessaire. Un craquement plus net partit de la bâche arrière du pick-up. Le jeune lion, curieux, pinça le tissu, 2 griffes pour écrire qu'il pourrait, s'il le voulait, ouvrir comme une lettre. La lionne, elle, s'attarda près du foyer, humant les braises qui sentent la graisse restée invisible. Une seconde de plus, et la mauvaise habitude s'installerait. Lindiwe prit le seul outil qu'elle déteste et respecte à la fois, une fusée à main, petit cylindre rouge qui fait de la lumière brève et du sens clair. Elle la déclencha à distance du camp, bras tendus, corps de biais, de sorte que l'éclat naisse à la lisière et non au cœur. La flamme blanche ouvrit une fleur froide. La fumée roula, hostile aux narines fines. Les lions ne bondirent pas,
ne fuirent pas. Ils reculèrent d'un pas, dignes, contrariés comme des souverains que l'on détourne poliment d'une salle privée. Le jeune mâle hésita encore, oreilles en avant, queue lourde qui fouette un souvenir. Lindiwe ajouta la seconde consigne des nuits justes, la voix. Elle dit « Hé !» une seule fois, pas fort, mais avec cette colonne de calme qui a survécu à d'autres nuits. Oumar, derrière, posa sa paume à plat, contre l'aile du 4x4, et donna un coup sec, un bruit mat, sans éclat. La lionne jeta un regard à l'ombre de la main, puis à la flamme mourante, puis au ciel où la lune tenait sa ligne. Elle décida que l'endroit redevenait ennuyeux, et s'éloigna, lourde et souple à la fois, suivie du jeune qui ne comprit que tard qu'il ne comprendrait rien cette fois-ci. Le silence revint, d'une pièce, comme un rideau. Dans les tentes, les thorax apprirent à nouveau la diagonale tranquille de la respiration. On entendit des pas s'effacer, puis plus rien qu'une grenouille opiniâtre et une hyène lointaine qui commentait la vie comme un voisin indiscret. Personne ne dormit vraiment ensuite, on s'assoupit par tranches, on s'éveilla pour vérifier qu'on était encore dans un monde avec des bords. À l'aube, la lumière révéla la copie rendue par la nuit. Autour des tentes, un cercle d'empreintes nettes, coussinets dessinés comme des pétales, griffes à peine sorties, queue marquant un trait de ponctuation à intervalles réguliers. Près du foyer, les pas s'étaient attardés, et la trace d'un museau, ovale parfait, marquait la poussière au bord d'une pierre chaude. On parla peu pendant le thé trop sucré. On rangea beaucoup. La glacière trouva sa place dans la caisse à fermoir. Le sachet de biltong fut enfermé dans une boîte en fer qui sonna comme une cloche. La peau d'orange s'enterra sous 30 cm de sable, puis on la remonta pour la jeter au camion des rangers. Lindiwe dessina au bâton, sur le sable, le plan d'une nuit idéale. Odeur nulle, angle net, ligne de fuite lisible, jamais de nourriture à hauteur de nez. Maëlys écrivit d'une main ferme sur le tableau de bord, au marqueur qui ne pardonne pas. La beauté pardonne parfois, l'habitude, jamais. Puis ils levèrent le camp avec ce soin cérémonieux qui transforme l'endroit en souvenir et non en piège pour les suivants. La savane, sans rancune, ouvrit sa journée comme si la nuit n'avait été qu'un examen de routine. La mission du jour semblait simple. Suivre à distance une femelle guépard et ses petits, enregistrer sa chorégraphie de mère et d'athlète, montrer au monde ce qui, d'habitude, se joue hors caméra. L'apprentissage, la patience, l'échec gracieux avant la réussite. L'équipe s'était préparée comme pour un concert. Romain, cadreur aux mains de violoniste, Cato, preneur de son qui entend la poussière tomber, Sifo, guide au regard d'aigle, Lindy, chauffeuse aux pieds plus doux qu'un métronome. On roula avant l'aube pour ne pas déranger la première classe de la matinée. La plaine, légère, offrait du miel et du vent. La guéparde tenait son école sous un bouquet d'arbustes, sur une pente douce où l'herbe brille en contre-jour. Les petits, fusées rayées à la queue, encore disproportionnée, jouaient à être rapides sans savoir encore ce que c'est. Cato plaça la parabole, ce disque argenté qui attrape les fréquences de grave et les murmures comme un miroir courtois. Romain régla sa stabilisation, respira, accepta de ne pas s'approcher plus que la règle, filma les oreilles qui pivotent, la respiration qui devient phrase. On entendait, sous tout cela, la basse continue de la savane. Un souffle, une couture, une mécanique lente qui rassure. Ce fut un bruit différent, un timbre avec du métal et du ventre qui plia la scène. Pas un tonnerre, un ordre. Il venait de loin, de très loin, et pourtant il était déjà dans les eaux. Sifo n'eut pas besoin de parler, il appuya de 2 doigts sur son genou, geste convenu qui signifie « attention sur la droite ». Le lion mâle apparut d'abord comme une bulle de chaleur qui avance seul, puis un trait plus dense dans l'herbe, puis un front, puis tout. Il n'était pas en chasse, il venait prendre des nouvelles du monde à sa manière, c'est-à-dire rappeler que le monde a une hiérarchie que nous ne partageons pas. La guéparde, mère plus que reine, ne discuta pas la loi. Un sifflement sec pour rassembler les petits, un glissement latéral vers la diagonale de fuite, et la scène se reconfigura avec l'élégance des vieilles conventions. Romain suivit la guéparde dans son cadre, oublia un instant l'autre axe du drame. Le lion, lui, avait trouvé la ligne de la caméra, non pas l'homme, l'objet. La longue forme noire, le souffle de batterie, un reflet bref, autant d'indices pour son cerveau, autant d'irritation pour le prince. Il marcha vers le 4x4, comme on rectifie un détail mal rangé dans un palais. Sifo, calme, garda le véhicule immobile, roue droite, capot face à l'animal. Il sait que le langage de la savane punit les zigzags et récompense les statues. Lindy posa ses mains à plat sur le volant, offrit ses paumes à la lumière, agrandit le geste de l'évidence. Nous sommes là, nous ne prétendons à rien. Romain a découvert, sur le côté du 4x4 pour une ligne plus basse, vit le lion changer de taille à chaque pas.
Le monde soudain se résuma à la distance entre sa poitrine et la grille du radiateur. Il fit exactement ce que la légende de Lego interdit et que la science recommande. Il abandonna la machine une seconde avant qu'elle ne devienne un prétexte, glissa derrière l'aile, plia ses genoux, offrit un profil plutôt qu'un regard frontal. La caméra, pauvre héroïne sans honneur, tomba dans l'herbe avec un bruit de pièces qu'on jette dans un puits. Cato, allongé, garda sa parabole levée comme un bouclier inutile, mais son micro, lui, buvait le monde. Le lion s'arrêta à 3 pas du pare-choc, énorme et simple. Il respira. On entendit ce souffle-là dans les câbles et dans la cage thoracique de chacun. Il regarda la caméra, comme on regarde un bâton dans un chemin propre, puis leva la tête vers le 4x4, puis vers le ciel, puis vers la plaine qu'il venait d'aligner sans effort. Il rugit une seule fois, pas pour faire peur, pour remettre. Dans le casque de Cato, ce rugissement ne ressemblait pas aux clichés des films. C'était une architecture, avec des étages et des poutres, des fréquences basses qui vous démêlent les organes et des harmoniques hautes qui vous cousent les paupières. La plaine se tut pour laisser passer. La guéparde, loin, avait gagné son retrait. Les petits, aplatis contre un talus, recommençaient à respirer par la mémoire. Sifo inclina d'1 centimètre le capot, non pour s'éloigner, pour montrer l'intention de ne pas s'approcher. Le lion fixa encore une seconde ce rectangle de métal, posa son regard sur le profil de Romain, vit un animal qui ne prétendait pas devenir autre chose, et tourna, rien de théâtral. Il marcha jusqu'à un bouquet d'herbes, marqua sa présence d'un geste que personne ne filma, puis s'éloigna en biais pour ne pas donner l'impression d'obéir. La savane relâcha la corde, on resta immobile longtemps après que les règles l'exigeaient. Lindy comptait les battements sous sa langue. Romain, adossé à la roue de secours, trouva enfin sa respiration où il l'avait laissée. Cato leva ses écouteurs avec une lenteur de cérémonie et, d'un geste presque religieux, recula l'enregistrement pour réécouter 2 fois le rugissement. La seconde fois, on entendit des choses qu'on avait manquées. Les froissements de sable sous les coussinets, la très petite clochette du caracal au loin, un insecte qui insiste et que la peur avait effacé. On remit la caméra sur ses genoux, on brossa l'herbe, on remonta la sangle. Rien n'était cassé qui ne servît de leçon. Le montage, le soir, se passa sur un écran taché de poussière, et l'on convenait tous que l'image de la guéparde avec ses petits était belle parce qu'elle avait été tenue à sa juste distance. Restait la fin. On chercha, on mit des essais, on retira des musiques qui empêchèrent d'entendre. Cato posa la piste du rugissement et coupa tout autour, ne gardant que cette architecture de son, puis un paysage fixe, très long, trop long selon la télévision, et juste assez selon la plaine. Une herbe qui ondule, un nuage qui se retourne, rien à voir si ce n'est l'exactitude du monde. Le producteur voulut une phrase. Romain n'en trouva pas. Sifo, depuis l'ombre, dit simplement « Ce n'est pas à nous le sujet ». On laissa le silence après la phrase, et la nuit, dehors, compléta ce qu'il fallait. Le lendemain, ils revinrent au même endroit. La guéparde avait emmené ses petits plus loin, sur un versant qui sentait la sauge. Le lion, lui, avait laissé sur la terre la carte de sa ronde. Romain posa la main à plat sur une empreinte et répéta pour lui « Restez lisible, restez digne, restez à sa place ». Cato, par jeu, braqua la parabole vers le vent et crut entendre, très bas, une basse continue, peut-être la même que la veille, peut-être simplement son propre sang. Ils rangèrent le matériel avec la lenteur heureuse des jours où rien ne casse et où l'on emporte tout de même quelque chose de neuf. Une mesure, un timbre, une façon d'être exact parmi les vivants. La plaine, polie, les laissa sortir de champ sans rien retenir d'eux, sinon la preuve qu'on peut raconter sans s'imposer et que, parfois, un seul rugissement suffit à finir l'histoire. Le matin s'était levé sur la vallée comme une eau tiède et la brume restait coincée entre les acacias bas, accrochant aux épines des perles de lumière. Namo, 10 ans, gardait 3 chèvres têtues sur un sentier qui serpentait le long d'une prairie. Sa mère lui avait noué autour du cou un collier de graines rouges pour que le vent se souvienne de toi, avait-elle dit en riant. Le garçon avançait avec l'application des grands, un bâton trop long pour lui qu'il tapotait contre les pierres pour se donner le rythme. À sa droite, la savane s'ouvrait sur un long tapis d'herbe blonde. À sa gauche, une coulée d'arbustes menait au champ d'un village qui dormait encore. Le sentier prit un coude et offrit à Namo la silhouette qu'il confondit d'abord avec une vache échappée du kraal. Une masse sombre, basse et large, tête en pointe, nuque sculptée de muscles, peau gaufrette d'argile séchée. Le buffle paissait, une oreille à demi tournée, queue qui s'agitait comme une aiguille qui coud le temps. Les novices croyaient que l'animal est lent parce qu'il est lourd. Ceux qui vivent ici savent que c'est un ressort qui attend. Namo, en enfant de la zone tampon, avait vu passer des éléphants, entendu des hyènes, appris les chants d'alarme des francolins. Mais le buffle,
Ce vieux propriétaire rugueux, il ne l'avait jamais rencontré d'aussi près. Le vent soufflait dans son dos, mauvaise grammaire. Son odeur portait droit vers la bête. Les chèvres, soudain, s'arrêtèrent de mastiquer. L'une d'elles poussa un bêlement qui tenait du chouine, ment et de la discussion. Namo fit un pas, bâton levé dans la pose du berger qu'il rêve d'être. Le buffle redressa à peine la tête, déplaça son poids d'un sabot à l'autre et fixa la direction du garçon sans sembler le regarder. Dans la gorge de Namo, quelque chose se serra puis choisit la bravoure mal placée. Il fit un second pas, convaincu de son bon droit et du pouvoir de son bâton. Le vent tourna, d'un quart. L'odeur humaine lui frappa les narines comme un brevet indésirable. La tête du buffle s'abaissa et son monde entier prit une inclinaison dangereuse. Le premier souffle fut un grondement sans son. La terre vibra sous la semelle usée du garçon. Le buffle chargea, non pas vite d'abord, mais avec cette certitude qui vous vole du temps. Namo courut. Il aurait voulu courir droit, mais le sentier offrait un rocher, un trou, un buisson piquant. Il trébucha, glissa à genoux, se ramassa comme il put derrière une pierre trop basse. Le buffle s'arrêta net à 2 mètres, laboura le sol d'un coup de sabot, souleva un nuage de poussière qui goûta le fer sur la langue du garçon. Les cornes dessinaient un croissant sombre si proche que la nuit sembla revenir en plein jour. Le village entendit avant de savoir. Une femme sortit de sa maison, main en visière, se pétrifia. Un homme posa sa houe, leva les yeux, puis hurla un nom. C'était la voix de Tendai, le père, qui s'élança déjà sur la pente, torse nu, la respiration mise à l'envers par l'inquiétude. Il ne courut pas vers le buffle, il courut vers le bon angle. Les anciens apprennent à leurs enfants qu'il faut parler aux secondes avant de parler aux bêtes. En descendant, Tendai attrapa un tison encore chaud dans la cendre d'un foyer, l'éventra de quelques 2 feuilles sèches, y souffla un feu jaune sans flamme longue, fumée épaisse et âcre, et ramassa au passage sa propre voix, grave, large, qui sait dire « assez » aux chèvres et, doucement, à la nuit. Le buffle, face au rocher, continuait sa lecture. Un petit corps, immobile, nichette de pierre, odeur de peur nette. Il frappa encore du pied, souffla, abaissa un peu plus les cornes. Dans le dos du garçon, le sable crissa. Le père, désormais à bonne distance, se plaça non pas entre son fils et la bête, folie pure, mais sur une ligne parallèle, à l'écart, suffisamment proche pour compter, suffisamment loin pour rester lisible. Il leva le tison de fumée, bras tendu, coude ferme et par là. Ce n'était ni un cri ni un chant, un fil tendu de mots courts, syllabes qui massent plus qu'elles n'attaquent. Il ne disait pas « pars », il disait « regarde-moi ». Le buffle tourna l'œil gauche sans bouger la tête, signe que l'information entrait. Tendai posa le feu au sol, entre lui et le buffle, pas devant la bête, une simulation. Pas devant l'enfant, une fuite, mais à l'endroit exact où l'odeur fabrique un mur. De l'autre main lente, il souleva son pagne et l'agita comme une peau de serpent, juste assez pour déplacer l'air, pas assez pour ressembler à une provocation. Il reculait d'un demi-pas, il avançait de la voix. Namo entendit son prénom s'inscrire dans l'espace avec des lettres de calme. « Tu vas te lever, mon petit rocher, et garder le caillou entre toi et lui. Tu es un rocher, pas un lapin. » Le garçon obéit. Non parce qu'il ne tremblait plus, parce qu'on lui donnait quelque chose d'autre à faire que d'avoir peur. Le buffle hésita, comme si l'équation avait gagné des inconnus. Il n'aimait pas la fumée, cette odeur étrangère qui colle à la muqueuse. Il aimait encore moins cet homme au souffle posé qui refusait de fuir, donc de donner la permission d'être poursuivi. Un second grondement monta, plus bref, plus sec, qui voulait dire « alors ?» Tendai répondit par un son de bouche, un claquement qui n'appartient qu'aux bergers de là-bas, vieux langage qui règle les distances sans blessure. Il avança de 2 pas de biais, exposant son profil et non sa poitrine, puis se figea, main visible, poids sur l'arrière. « Maintenant, Namo, par ici. » Le garçon glissa, rocher toujours entre lui et la bête, positivement aimanté par la voix de son père. La distance grandit, non en mètres d'abord, en respiration. La poussière retomba un peu. Les chèvres, qui s'étaient figées comme des statuettes, recommencèrent à mâcher. Timide. Le buffle, pour finir, fit exactement ce que décident les vieux propriétaires quand ils ne perdent pas la face. Il souffla longuement, arracha d'un coup de langue une touffe d'herbe qui n'avait rien demandé, secoua la tête pour déposer le reste de colère au sol et repartit en diagonale, lent, lourd, certain d'avoir vérifié ce qu'il devait vérifier. La vallée rendit alors les bruits qu'elle avait gardés dans ses mains. Tendai posa sa paume sur la nuque de son fils et lui fit faire 50 pas sans s'arrêter, parce que le corps a besoin d'addition avant de comprendre la soustraction. Au village, les voisins les attendirent sans commentaire. On offrit de l'eau, puis du thé trop sucré. L'ordonnance universelle après l'urgence. Namo parla peu, ses lèvres tremblaient encore et sa langue avait grandi. Sa mère rit et pleura à la fois, et ce mélange-là n'effraie personne ici. Plus tard,
un ranger passa, averti par la radio communautaire. Il écouta, regarda la courbe des pas dans le sable, marcha jusqu'au rocher pour mesurer la distance réelle, parce que le réel aussi a besoin de chiffres. Puis salua Tendai d'un regard qui dit « Bien joué ». Le soir, sous l'arbre du conseil, on transformait déjà l'événement en méthode. On répéta aux enfants la règle du vent. L'odeur marche plus vite que les jambes. On montra aux plus grands comment lire une tête qui s'abaisse et ce que veut dire un sabot qui frappe le sol. Pas la danse, la virgule qui précède la phrase. On enseigna la place de la fumée, la cadence de la voix, la manière d'être grand sans être haut. Namo, assis contre son père, serrait son bâton comme une promesse. Et quand la nuit fit un ciel propre, le garçon se coucha avec la sensation nouvelle que la peur peut devenir science et que les buffles, ces bêtes que la rumeur peint, en monstres, sont surtout des voisins sourcilleux qui exigent qu'on écrive correctement son passage. Au matin, il remit son collier de graines rouges, Tendai le retendit autour de sa nuque et dit, avec ce sérieux qui n'effraie pas, « Aujourd'hui, nous marchons avec le vent dans la figure. Et si le vent tourne, ce sont nos pieds qui tournent aussi. » La savane, polie, valida la leçon en offrant un sentier qui sentait la terre fraîche et la promesse d'une journée sans drame. Et Namo, plus grand de 2 centimètres invisible, partit devant, le bâton à la main, l'oreille ouverte à la géographie des souffles. Élise n'aimait pas qu'on appelle son reportage « Le Dernier ». C'était le titre de la production, pas le projet de sa vie. Elle était venue d'Europe filmer le vrai visage de la nature sauvage. Formule creuse qu'elle avait promis de remplir d'honnêteté plutôt que d'effets. Elle avait passé les jours précédents à apprendre, non la liste des animaux, mais l'alphabet du pays, le sens d'une oreille qui pivote, l'utilité d'un silence soudain, la topographie d'un vent. Son guide, C'est Fou, connaissait les kilomètres par leur goût. Chauffeur, pisteur, instituteur, sans tableau, il parlait peu et montrait beaucoup. L'équipe avait enregistré des scènes belles parce qu'elles avaient été prises loin. Des zèbres qui se désaltèrent, comme une phrase sans faute, un chacal qui se contentent d'un reste avec une dignité de prince pauvre, des pintades qui semblent ne pas savoir que leur comique est aussi une stratégie. Ce matin-là, la lumière avait le grain d'une farine fine. Une girafe descendait sa hauteur vers l'eau d'une mare, jambes écartées, cou plié en lente chorégraphie. Élise, fascinée, demanda la permission de sortir 3 mètres, pas plus, juste pour un axe. Sefou hésita, regarda la carte que personne ne voit, mais qu'il porte dans la tête, vent, issue, couvert, et donna son oui avec des conditions. Rester dans l'ombre de la carrosserie, pas un pas qui fasse une diagonale vers l'animal, pas un bruit qui ressemble à un couvercle. Elle posa sa main sur la tôle, sentit la chaleur du métal comme un rappel et se glissa à l'extérieur, caméra contre la poitrine, respiration dans les côtes pour ne pas déplacer l'air comme une voile. La girafe continua de boire, coude plié, goûtant l'eau avec un sérieux attentif. Le cadre était parfait, le dessin de l'encolure, le reflet qui tremble, l'horizon qui se contente d'être. Élise oublia presque la Jeep. Son regard devint tunnel. Elle ne vit pas tout de suite la nuance qui changea la scène. Un froissement dans les hautes herbes derrière elle, pas un bruit qui cherche à être entendu. Un son qui s'excuse d'exister. Sefou, dans l'ombre, serra la main sur le volant. Son autre main déjà formant un porte-voix, il prononça le prénom de la journaliste avec une précision que la radio ne connaît pas. Élise. Ce n'était pas un cri, c'était une corde. Le mot atteint le prédateur avant de remplir l'oreille humaine. Un guépard mince, comme une question venait d'apparaître, buste à l'aplomb, tête haute, regard posé sur cette silhouette qui n'était ni proie ni rocher. Il avait suivi la bordure des herbes, cette frontière que les animaux parcourent comme une phrase sans ponctuation. Et s'était arrêté pour l'inventaire. Le son du guide, la torsion de l'air, la posture souple de l'homme au volant, tout cela s'ajouta dans son cerveau. Élise sentit la présence avant de la comprendre. Sa nuque se couvrit de picots, sa caméra sembla peser moins lourd, signe que les muscles avaient décidé d'économiser ailleurs. Elle ne se tourna pas d'un bloc. Elle déplaça son regard d'abord, puis ses épaules, puis son bassin, pour sortir de la silhouette frontale. 2 mètres derrière, la portière ouverte de la Jeep offrait une ligne sûre. Sa main gauche l'avisa comme on vise une note. Sefou ne bougea pas. Il offrit au guépard les signes appris avec la constance d'une prière. Main visible, corps détendu, capot qui ne déplace pas de poussière, phares éteints. Il dit de nouveau le prénom. Plus court, plus bas, Élise. Le guépard, dose exacte de curiosité et de prudence, fit un pas vers la gauche, comme on corrige sa grammaire. La girafe à la mare redressa la tête, profil antique, goutte suspendue à ses lèvres noires, comme une ponctuation étonnée. Elle fit 2 pas en arrière, et cet anneau qui englobe l'eau, le cercle de vigilance, se resserra.
Élise recula d'une semelle, puis d'une autre, sans croiser le regard du félin, plus longtemps qu'il n'en fallait, sans lui opposer la rigidité d'un mur, ni la mollesse d'un chiffon. On pourrait dire qu'elle remonta dans la Jeep. Ce serait faux. Elle redevint la Jeep. Au dernier pas, sa main rencontra la poignée, le métal lui prêta son sang-froid et son corps glissa sur le siège comme une lettre dans une enveloppe. Seyfou referma sans claquer. Le monde reprit une respiration dont il n'avait pas conscience d'avoir manqué. Le guépard, lui, tourna la tête vers la mare, pesa l'intérêt d'une girafe déjà debout contre la facilité d'un camp silencieux. Son ventre décida pour lui. Il s'éloigna en s'étirant. Queue en drapeau mou, vitesse rentrée comme une lame dans son étui. Il disparaît toujours de la même manière, par économie. La leçon ensuite chercha sa forme. On aurait pu rire, on choisit de boire d'abord. L'eau dans la gorge d'Élise avait un goût de fer et de poussière, vieille, puis de nectar une fois assise. Seyfou expliqua, sans donner de coups, que la distance n'est pas une politesse qu'on fait aux animaux, mais un outil pour eux, comme pour nous. Il dessina sur la poussière, avec la pointe d'un tournevis, la carte, invisible qu'il avait lue, vent, couvert, ligne de fuite, zone d'écho. Élise compléta avec ce qu'elle avait senti plutôt que vu, un silence qui change de grain, une chaleur qui s'approche, cette manière qu'elle a peur de vouloir tout accélérer quand il faut précisément ralentir chaque geste. Ils s'accordèrent pour dire que l'intuition, sans méthode, est une corde raide au-dessus d'un fleuve. Avec méthode, c'est un pont. Au camp, l'équipe visionna la séquence. L'image de la girafe était somptueuse, on y voyait le monde se pencher pour boire sans se casser. Puis, hors champ, on entendait la première syllabe du prénom, sirène qui n'alarme pas, mais installe une colonne vertébrale. La caméra, restée allumée, avait filmé le bas de la portière, un coin de pneu, un morceau de poussière qui s'effrite. Ces images sans gloire qui racontent pourtant mieux la vérité que les plans parfaits. On aurait pu couper, masquer, mentir par omission. Élise choisit l'autre route. Elle prit la voix off et dit, sans chercher la phrase belle, « La nature n'est pas un décor et je n'en suis pas le personnage principal. J'ai reculé pour redevenir un élément acceptable du paysage. C'est ainsi que l'on gagne le droit de rester. » Le producteur demanda un final plus fort. Seyfou proposa simplement le plan fixe de la mare, longue minute où la surface redevient miroir, où un insecte écrit son Z sur l'eau et où la girafe, hors champ, existe encore. On posa là le son du vent, lointain et, très bas, un froissement d'herbe. Peut-être le guépard, peut-être le monde. On appela l'épisode « Le dernier safari », non parce qu'il clôt quoi que ce soit, mais parce qu'il montre la dernière chose à apprendre avant de prétendre raconter la modestie. Le lendemain, Élise écrivit une lettre qu'elle n'envoya à personne et qu'elle garda dans son carnet. Elle y notait les 3 gestes qu'elle voulait porter en elle, même en ville. Lire le vent avant d'ouvrir une porte, regarder derrière soi avant de s'avancer, garder la voix basse quand tout crie. Avant de quitter la réserve, elle fit un dernier tour au tableau des consignes et ajouta, à côté des dessins au tournevis, une phrase au marqueur épais « Ce n'est pas nous le sujet ». Seyfou hocha la tête, non comme on approuve, comme on reconnaît une évidence déjà là. Sur la piste de sortie, ils croisèrent un ranger qui scrutait l'horizon. Il leva la main, sourit, demanda si tout s'était bien passé. Seyfou répondit « La plaine nous a gardés ». Élise referma sa fenêtre à mi-course pour continuer d'entendre. Le paysage, derrière eux, s'élargit encore, comme s'il n'en finissait pas de s'ouvrir. Et dans ce grand plan américain, que la mémoire filme mieux que n'importe quelle caméra, elle se vit minuscule, juste à la bonne taille pour marcher dans un monde où l'on ne gagne rien. À vouloir être grand. Elle migra de personnage à témoin, de témoin à élève, de l'élève à voisine. Le dernier safari devint alors ce qu'il aurait dû être dès l'affiche, la première leçon qu'on n'oublie plus.